Donc nous continuons en accueillant Hervé Schneeweis qui va nous présenter ses conceptions du futur malade ou malade possible, l'émergence du concept de malade potentiel. À mon tour de remercier les organisateurs pour m'avoir invité. Je n'ai pas l'habitude de lire mes notes, mais là, comme je débarque d'un avion moi, qui me ramène du Canada, pour avoir les idées à peu près claires, j'ai quand même mis sur le papier quelques éléments. Je crois qu'en cette fin de matinée où les uns et les autres, vous devez être atteints par l'hypoglycémie, et même si j'ai bien entendu ce matin qu'il y avait des études de corrélation avec le petit déjeuner qui portaient à confusion, il y a quand même des études claires en neuropsychologie ou en neurocognition pour montrer que l'hypoglycémie amène à un certain nombre de biais cognitifs. C'est la fameuse étude sur les juges israéliens qui, au fur et à mesure de la matinée, avaient des jugements de plus en plus sévères, et puis après le déjeuner, c'était plus clément, et au fur et à mesure de l'après-midi, et que l'hypoglycémie se déclenchait, avaient de nouveau des jugements de plus en plus sévères. Donc, soyez indulgents avec mon exposé, même si votre cerveau et votre biais cognitif doivent vous inciter à être particulièrement sévères. Alors, la notion de malade potentiel, elle peut prêter à sourire. C'est ce que fait Jules Romain avec le docteur Knock quand il dit que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Le problème fondamental, on l'a vu tout au long de la matinée, c'est qu'aujourd'hui, l'homme, la femme bien portante, ne va plus rien ignorer de sa possibilité ou de son potentiel d'être malade. Et pour paraphraser Asimov, la connaissance ouvre des questions auxquelles l'ignorance ne répondra jamais. Donc, on a vu le nombre d'études et le caractère récent. J'ai noté sur les diapositives que Blin vient de présenter le nombre d'articles qui datent de 2013-2014. Donc tout ça est en pleine évolution. Et donc l'une de mes conclusions, ça ne vous étonnera pas d'un directeur de laboratoire ou d'un responsable de l'INSERM, c'est qu'il faudra plus de recherche pour être capable d'évaluer ces différentes possibilités. Et donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on est dans un amphithéâtre d'anatomie. Cette table a probablement été la table d'anatomie, c'est-à-dire une table où on a cherché à ouvrir le corps, à le rendre transparent et à mettre en évidence les processus qui allaient devenir, non seulement avec Chaptal, mais après avec Magendie, et après avec Broca, la méthode anatomopathologique. Fabrice a magnifiquement illustré l'école allemande. Il y a eu en parallèle l'école française de physiopathologie. On va y revenir. Et elle aboutit finalement aujourd'hui à ce qu'on trouve, c'est-à-dire cette médecine des 4 P qui, grâce à tous ces marqueurs qu'on développe, qu'ils soient des marqueurs neuropsychologiques, c'est essentiel d'arriver à développer de nouveaux marqueurs neuropsychologiques, surtout si on entend Jacques Touchon par rapport à ces symptômes subjectifs. On a tous le sentiment à un moment ou à un autre, surtout quand les cheveux commencent à grisonner, que la mémoire est défaillante. Donc, où est la part, où est la limite? On va y revenir à chaque fois. Cette médecine donc des 4 P, qui est une médecine prédictive, grâce à des biomarqueurs neuropsychologiques, biologiques, des marqueurs de façon de vivre, des marqueurs génétiques bien évidemment, des marqueurs d'imagerie cérébrale. La médecine préventive, alors là, l'exposé de Blin a été un remarquable élément de la complexité de cette médecine préventive. Une médecine personnalisée au sens où on va essayer de stratifier les patients. Médecine personnalisée ne veut pas dire qu'on va faire une médecine pour chaque personne, mais ça veut dire qu'on sait aujourd'hui que dans certains nombres de cas, l'exemple prototypique c'est la cancérologie, il y a des tumeurs dont le profil génétique, les mutations accumulées font que le traitement ne marchera pas. Ce n'est pas la peine de donner à tous les patients le même traitement puisque le traitement ne marchera pas dans un certain nombre de cas qu'on est capable déjà d'identifier. Et au contraire, dans certains cas, certains traitements qui avaient été avérés inutiles se sont révélés en fait utiles pour une toute petite fraction de la cohorte, 7%,
8%, c'est des études dans des cancers du poumon sur des cohortes de 15 000 patients qui ont permis de requalifier des traitements considérés inefficaces, mais qui en fait ne l'étaient pas, mais pour une sous-fraction de la cohorte. Donc c'est ça la médecine qu'on n'appelle plus d'ailleurs personnalisée, mais médecine de précision, encore un P qui peut remplacer. Et puis le quatrième P, il est essentiel, c'est le participatif, c'est-à-dire, et c'est là où la notion d'information du patient, la notion de prise de décision avec lui, pour lui, mais en interaction avec sa volonté, va représenter des éléments qui sont fondamentaux. Et en fait, tout ça est le résultat naturel de l'évolution, du développement de la médecine scientifique. Mais ce résultat naturel, à mon avis, va nous conduire à bouleverser le discours, parce qu'aujourd'hui, on en vient à la question, je pense que ça a été évoqué tout au long de la matinée, c'est qu'est-ce que c'est qu'être malade? Alors, ça, vous allez en avoir plusieurs, des paraphrases comme ça. Alors, on peut même, alors là, je vous rappelle que je suis neurologue et chercheur, mais je vais m'aventurer sur quelques traces philosophiques quand même. On peut voir là, sur cette médecine des 4P, la claire formulation des trois questions d'Emmanuel Kant dans l'introduction de la critique de la raison pratique, où il dit « Que m'est-il possible de comprendre ?» C'est vrai pour chacun d'entre nous. Que m'est-il possible de faire? De plus en plus de choses. Et puis, la dernière question, qui restera totalement ouverte, que m'est-il possible d'espérer? Moi, je vous propose de réfléchir avec Michel Foucault. Il y a un livre qui, pour moi, a été fondateur, qui est « Naissance de la clinique », dans lequel il analyse le bouleversement de la science médicale au XIXe siècle. Donc, Chaptal a commencé ce XIXe siècle, mais c'est le siècle où la science commence à rendre le corps transparent. Nous avons poursuivi sur cette voie. Et le savoir nouveau va se traduire dans un discours nouveau qui ressemble, enfin qui s'apparente, qui fait partie des discours scientifiques, politiques et philosophiques qui se développent à la même époque. Et qui va développer un nouveau regard sur la personne, nouveau regard sur la maladie. Je vais citer un passage de Foucault. Cette nouvelle structure est signalée par le changement infime et décisif qui a substitué à la question « Qu'avez-vous ?» par quoi s'inaugurait au XVIIIe siècle le dialogue du médecin et du malade, avec cet autre où nous reconnaissons le jeu de la clinique et le principe de son discours « Où avez-vous mal ?» Tout au long des 2 siècles qui viennent de s'écouler, il fallait savoir de quoi on était malade ou où on avait mal pour être malade. Pour le dire autrement, dans l'univers de la clinique, en tout cas celui que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas de maladie sans symptômes. Et on a vu tout à l'heure la reprise de la médecine expérimentale et du déterminisme tel que Claude Bernard l'avait défini, déterminer la chaîne ordonnée d'éléments qui vont depuis la cause de la maladie jusqu'à l'expression des symptômes et jusqu'au développement de cette maladie. La question qui se pose aujourd'hui avec le diagnostic précoce, voire même le diagnostic anticipé, c'est que nous allons être face à des processus biologiques sans symptômes. En fait, ça n'a pas commencé avec la maladie d'Alzheimer. Moi, je vous propose de dater ce bouleversement. Je suis sûr qu'il y aura des controverses, mais je vous propose de le dater avec l'étude de Framingham, la grande cohorte sur les risques cardiovasculaires. Jusqu'à l'étude de Framingham, on peut dire qu'on était malade quand on avait fait une angine de poitrine ou quand on avait fait un infarctus du myocarde. À partir de l'étude de Framingham, on est malade lorsque on a une tension qui s'écarte de la tension normale et qui, si elle n'est pas traitée, pourra aboutir, mais bien plus tard, au développement de troubles cardiovasculaires. Donc on est déjà dans le cas de figure d'une personne qui ne se plaint de rien, mais dont la mesure
ça peut être vrai sur la tension artérielle, ça peut être vrai sur la glycémie, risque d'entraîner une pathologie. C'est le résultat ici encore d'un processus qu'a analysé Michel Foucault quand il dit « La médecine ne doit plus être seulement le corpus des techniques de la guérison, de savoir ce qu'elle requiert, elle développera aussi une connaissance de l'homme en bonne santé, c'est-à-dire à la fois une expérience de l'homme non malade et une définition de l'homme modèle. » Je pense que sur les questions éthiques que je poserai à la fin, cette phrase et cette formulation est importante. Dans la gestion de l'existence humaine, la médecine prend la posture normative qui ne l'autorise pas simplement à distribuer des conseils de vie sages. Ça, on pourra revenir sur la discussion des modes de vie et des fragilités, mais la fonde à régenter les rapports physiques et moraux de l'individu et de la société où il vit. Il dit plus loin, il y a un basculement d'une médecine qui s'intéressait plus à la santé qu'à la normalité, vers une médecine qui s'intéresse à la normalité plus qu'à la santé. Et c'est pourquoi la physiologie, j'y reviens, a été la grande science triomphale du XIXe siècle et du début, enfin de tout le courant du XXe siècle, pour permettre les fondements de cette médecine scientifique. Alors que se passe-t-il quand le lien de causalité, le déterminisme que j'ai défini tout à l'heure dans la médecine expérimentale de Claude Bernard, n'est plus exactement celui qu'on pensait, que cette chaîne ordonnée, elle correspond à une probabilité. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'un des grands questionnements, c'est de se focaliser sur une molécule ou sur une cascade métabolique. Est-ce qu'on doit considérer la voie amyloïde? Oui, il y a de nombreux arguments qui le montrent, et tous les travaux du laboratoire de Philippe Amoyel le démontrent. Mais pas que. Est-ce qu'on doit se concentrer sur la taupathie comme l'a proposé Jacques Touchon? Oui, les travaux encore lillois ont montré l'importance de la phosphorylation de tau, mais pas que. En fait, c'est le grand problème de vouloir toujours résumer les choses à une chose dans un monde, enfin, en tout cas au plan scientifique, qui est devenu celui de la biologie de système, dans lequel non seulement nous avons à faire face à des processus biologiques intégrés, mais comme tout organisme vivant, ouvert sur son environnement et constamment dépendant des interactions avec cet environnement. L'avons-nous totalement pris en considération? Dans le passé, vous avez été malade parce que vous avez fait une crise cardiaque. Aujourd'hui, vous êtes malade parce que vous avez un cholestérol élevé. Est-ce que demain, dès la naissance, avec un séquençage génétique sur la carte vitale, qui sera fait, ça prendra 3 ans, ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans, pour des raisons simplement économiques, ça sera fait une bonne fois pour toutes, ça coûtera peu cher et puis ça permettra d'être consulté quand on veut. Est-ce que demain, un réseau de gènes prédisposant à un cholestérol élevé fera de vous un patient réel, patient potentiel, et quelle responsabilité cela pose par rapport à la société ou par rapport à la possibilité? Pour la maladie d'Alzheimer, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été montré ce matin, simplement revenir sur un des biomarqueurs qui nous manque, la vitesse d'évolution. Parce que finalement, si j'ai le problème des marquages des plaques, le problème de quelques troubles neuropsychologiques légers, mais que, comme pour les fameuses nonnes dont il a été question, au fond, les troubles subjectifs, on n'a pas été les chercher, et peut-être que dans le contexte de leur vie monacale, elles n'avaient pas à s'en plaindre, eh bien, si la vitesse d'évolution fait que je ne serai malade que dans 40 ans, comme je ne serai plus là dans 40 ans, malheureusement, c'est pas important. Par contre, si la vitesse de la maladie fait que je vais devenir malade dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, là, peut-être que je serai amené à prendre des directives anticipées ou des choses comme cela.
Donc il nous manque beaucoup de biomarqueurs. Et je vais finir sur les questions éthiques. Les questions éthiques, c'est la confrontation, on l'a vu aussi, entre le droit de ne pas savoir et de vivre avec ce voile d'ignorance qui a caractérisé l'humanité jusqu'à aujourd'hui, et puis la responsabilisation qui peut être entendue à deux titres. L'empowerment, la capacité, le fait de mettre le patient en situation d'agir, donc le P de participatif au sens où je peux augmenter ma réserve cognitive, je peux prendre des mesures diététiques, je peux adapter mon mode de vie, non seulement le mien, mais aussi celui de mon entourage, mais qui peut être aussi la responsabilisation entendue au sens sociétal, celui de la entre guillemets, discrimination, en tout cas personnalisation des taux d'assurance maladie, c'est-à-dire la remise en cause des systèmes de solidarité, celui d'une responsabilisation au sens vous devez changer de mode de vie ou vous devez vous adapter à tel ou tel nouvel habitus, sinon vous ne serez pas relevant de la solidarité. La question de la focalisation sur le patient, l'empowerment, mais aussi, ça a été souligné déjà, et Catherine est déjà revenue là-dessus ce matin, la question de l'entourage. Quelle information pour la personne, mais quelle information aussi pour l'entourage, la famille, le milieu professionnel. Est-ce que, comme par exemple, on a malheureusement à lutter contre dans le domaine du cancer, est-ce que la révélation d'un diagnostic de marqueur est immédiatement un élément de discrimination, un élément d'exclusion? Est-ce qu'un trouble cognitif léger va faire qu'on ne laissera pas une responsabilité? Est-ce que demain, avant d'être président de la République, on fera passer un certain nombre de tests cognitifs avancés pour voir si on peut laisser la responsabilité nucléaire à telle ou telle personne? J'ai parlé de l'approche systématique et de la nécessité d'intégrer la biologie de système dans nos connaissances. Et je terminerai en reprenant mes 3 questions kantiennes. Comprendre, que m'est-il permis de comprendre? Comprendre des processus, c'est le jeu de la recherche. Comprendre pour le discours, j'ai beaucoup aimé les phrases de Jacques Touchon, qu'est-ce que je suis capable de dire? Qu'est-ce que je suis capable de faire entendre? Mais qu'est-ce que mon interlocuteur est capable de comprendre? Que m'est-il possible de faire? On vient d'en voir de nombreux exemples. Et surtout, à partir de ces connaissances, que m'est-il possible d'espérer? Merci.